derrière les lumières aveuglantes d'Hollywood, où le public ne voit que des robes somptueuses et des sourires valant des millions, se cachent des vérités capables de faire grimacer n'importe qui. Certaines actrices se présentaient sur les plateaux avec la même robe portée 3 jours de suite. Certains acteurs, pourtant réputés pour leur élégance, embrassaient leurs partenaires, alors que leurs dentiers n'avaient pas été nettoyés depuis bien longtemps. Personne n'aurait imaginé que ces habitudes que l'on croyait simplement excentriques allaient provoquer des infections, perturber les calendriers de tournage et faire disparaître des opportunités de carrière au moment crucial. Alors qui se cache réellement derrière ces catastrophes olfactives et que s'est-il véritablement passé pour transformer des légendes du grand écran en présence que plus personne n'osait approcher? La liste noire qui suit risque bien de changer à jamais votre façon de les regarder. 1. Marilyn Monroe. Le jour de tournage à l'odeur suspecte et les soupçons de maladies dermatologiques qui ont failli faire vomir Clark Gable sur place. La première personne que personne n'aurait imaginée n'est autre que Marilyn Monroe. Quand on évoque une icône de beauté, on pense immédiatement à sa chevelure blonde platine étincelante, à sa peau de porcelaine, à son sourire capable de faire fondre n'importe quel cœur et à sa phrase légendaire affirmant qu'elle ne portait que du Chanel No. 1 pour dormir. Pourtant, derrière les lumières flamboyantes et les images impeccables d'Hollywood, se cache une vérité qui ferait écarquiller les yeux de quiconque un jour sur un plateau. Marilyn a failli faire vomir le roi d'Hollywood, Clark Gable, juste à cause de l'odeur. L'été 1960, l'équipe du film The Misfits campait en plein désert du Nevada. Le soleil écrasait les tentes avec plus de 40 degrés. Le vent chargé de sable s'infiltrait dans chaque interstice, jusque dans la couche de maquillage. Dans la tente de maquillage, Alan Snyder, l'artiste maquilleur ayant travaillé près de 10 ans avec Marilyn, préparait non seulement rouge à lèvres poudre et mascara, mais aussi un sac de lingettes industrielles, un flacon de déodorant Odorono, commandé spécialement à New York, ainsi qu'une boîte de talc médical normalement réservée aux patients souffrant de dermatite. Il connaissait parfaitement la mauvaise habitude de Marilyn, elle arrivait souvent sur le plateau, avec la même robe que la veille, et en dessous des sous-vêtements non changés. Snyder se souvenait même avoir entendu les chuchotements de son assistante personnelle, affirmant qu'elle venait de consulter un dermatologue à Beverly Hills pour des irritations rouges dues à des vêtements trop serrés et à un manque d'hygiène. Joan Reardon, costumière, raconta au Los Angeles Times en 1983 « J'étais à quelques pas d'elle, mais j'avais l'impression de respirer une épaisse fumée. Ce n'était pas l'odeur envoûtante du Chanel, mais un Chanel qui avait cuit des heures sous la chaleur du désert, mêlée à la sueur et à une odeur confinée très personnelle. Ça me collait à la gorge au point de me donner envie de vomir sur le champ. » Ce jour-là, le réalisateur John Huston se préparait à tourner la scène du baiser au coucher du soleil, un passage que la 20th Century Fox annonçait comme la scène la plus romantique de la décennie. Clark Gable s'approcha d'elle, tentant de garder un air impassible, mais sa main se crispait sans qu'il s'en rende compte. La caméra tourna. Marilyn se pencha, ses lèvres approchèrent. Gable fronça les sourcils et inclina légèrement la tête pour éviter le contact. Huston cria « Cut !» puis demanda de recommencer. La deuxième fois, Gable se pencha vers l'oreille de son assistant Edward Feupurdom, la voix brisée tant il essayait de retenir un haut-le-cœur, et dit « Cette femme dégage une odeur qui pourrait terrasser un cheval. Si je dois encore coller mon visage au sien, je te jure que je retourne immédiatement à l'hôtel avec ma valise. » Fred Collins, technicien lumière, se souvenait « Nous étions à quelques mètres seulement et ça nous frappait en plein visage. » Après cette scène, Gable a disparu pendant presque 1 heure et Huston a dû changer entièrement l'angle de prise de vue pour éviter qu'ils soient là trop proches l'un de l'autre. Le Nevada State Journal n'osa qu'écrire à demi-mot. Tous les instants sur un plateau de tournage ne sentent pas forcément la rose. Mais pour les membres de l'équipe, ce fut un jour où le coucher de soleil du Nevada n'était pas seulement brûlant, il était saturé d'une odeur que personne ne souhaitait jamais revivre. Et si Marilyn
avait poussé le roi d'Hollywood à chercher tous les moyens pour garder ses distances, alors la légende du cinéma muet qui vient ensuite provoqua un désastre olfactif si important que la salle de montage de United Artists dut ouvrir toutes ses fenêtres pendant des heures, simplement pour que tout le monde puisse respirer. 2. Charlie Chaplin, l'habitude étrange et nauséabonde qui poussait tout le monde à s'éloigner de lui. On continue de célébrer Charlie Chaplin comme une figure immortelle de l'humour, un génie auquel le monde entier a tiré son chapeau grâce à The Kid City Lights ou Modern Times. Mais pour ceux qui ont travaillé à ses côtés sur les plateaux, le souvenir de Chaplin n'est pas seulement fait d'applaudissements. Il est aussi marqué par une obsession olfactive dont personne ne veut reparler pendant l'heure du déjeuner. Les membres de l'équipe racontaient que Chaplin avait une règle de création aussi étrange qu'inquiétante. Lorsqu'il était en pleine inspiration, il refusait absolument de se laver, de changer de vêtements, voire même de nettoyer ses costumes de tournage. En 1928, durant le tournage de The Circus, Chaplin porta le même costume en laine épaisse pendant 3 jours d'affilée, sous une chaleur étouffante avec une chemise imbibée de sueur en dessous. Lorsqu'un costumier osa timidement lui faire une remarque, il se contenta de sourire et de répondre « Si je me lave, toute mon inspiration partira avec l'eau. » Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Chaplin lavait rarement son chapeau ou son manteau. Le fameux chapeau melon de City Lights avait vécu toute une saison de tournage sans jamais être nettoyé. À la fin, l'odeur de sueur de tabac de brandy et de poussière de plateau s'était tellement incrustée que quiconque le touchait par inadvertance se mettait aussitôt à grimacer et retirer sa main. Une rumeur provenant d'un costumier de United Artists prétend même qu'après cette saison de tournage, le chapeau fut rangé dans un sac en tissu et plus personne n'osa jamais l'ouvrir. L'été 1931, lorsque Chaplin montait City Lights dans les studios de United Artists, la petite salle de montage était étroite comme une boîte d'allumettes, les fenêtres fermées pour empêcher la poussière d'entrer. Il entrait, saluait chaleureusement tout le monde, parlait avec enthousiasme. 10 minutes plus tard, l'éditeur Henry Bergman entrouvrait discrètement une fenêtre. 5 minutes après, une autre était ouverte. Puis finalement, elles furent toutes grandes ouvertes, non pas par cause de chaleur, mais parce que tout le monde avait du mal à respirer. Un technicien raconta au magazine Variety « Personne n'osait dire un mot, mais dès que Chaplin quittait la pièce, toute l'équipe se ruait dans le couloir pour respirer un peu d'air frais. » Edna Purviance, partenaire de jeu de longue date, avait même risqué sa vie en vaporisant quelques gouttes de Guerlain sur le col de Chaplin avant un gros plan. Elle raconta d'une voix mêlant humour et tremblement « Je l'ai fait juste pour survivre à cette séance. » Charlie ne s'en est même pas rendu compte et il a joué comme si de rien n'était. Un ancien technicien lumière révéla même lors d'une réunion d'anciens collègues « Un jour, Charlie s'est approché très près de la caméra pour vérifier un plan. J'étais juste derrière lui et j'ai dû retenir ma respiration. Je le jure devant Dieu, je n'avais jamais senti une odeur pareille de toute ma vie. » Dans une interview accordée à la BBC en 1952, Chaplin déclara calmement « Au cinéma, tout doit être parfaitement beau. Dans la vraie vie, je n'ai pas besoin de m'en soucier. Et personne n'a besoin de s'en soucier non plus. » Il ne s'en préoccupait vraiment pas. Mais pour ceux qui avaient travaillé avec lui, c'était une autre histoire. Il continuait de respecter son génie tout en frissonnant intérieurement chaque fois qu'ils entendaient la porte se refermer derrière lui. La personne suivante dans la liste, Elvis Presley, le roi du rock, apporta une obsession d'un tout autre genre. Non pas une odeur provenant de vêtements ou du corps, mais de son souffle. Un souffle qui avait forcé ses partenaires à détourner la tête même en pleine scène de baiser et qui avait inspiré aux tabloïds américains un surnom que les fans n'ont jamais oublié. 3. Elvis Presley, le souffle de la mort qui a secoué les coulisses de la MGM. Tout le monde pense qu'Elvis Presley était le rêve sucré de millions de femmes, mais pour celles qui ont dû se tenir près de lui, le serrer ou l'embrasser à l'écran, l'histoire ressemble plutôt à une expérience que personne ne voulait revivre. Un après-midi suffocant de 1965,
Au studio MGM de Los Angeles, Marianne Mobley, Miss America 1959, se préparait pour une scène de baiser romantique avec Elvis. Les projecteurs brûlaient, les caméras tournaient, déjà Elvis s'approcha. Et en une fraction de seconde, Marianne sentit une bouffée chaude, lourde et épaisse lui frapper le visage. Elle tenta de continuer à jouer, mais ses yeux commencèrent à piquer sa gorge, à se dessécher. Dès que le réalisateur cria « Cut !», Marianne se retourna brusquement et marcha vite vers la sortie, éventant l'air de la main haletante. « Mon Dieu, cette odeur me collait comme de la colle, j'ai failli vomir sur place. » Marianne raconta que cette odeur ne ressemblait à aucun souffle du matin ordinaire. C'était un mélange mortel de café noir brûlé de tabac camel, imbibé d'humidité, de l'amertume de la codéine fondue sur la langue et d'une note de vieux alcool. C'est comme être collé à une poubelle chaude pleine de gobelets de café de mégots et de bouteilles vides, dit-elle à People. Susanna Lee, partenaire d'Elvis dans Paradise Hawaiian Style 1966, révéla au Daily Mail qu'elle avait failli s'évanouir lors d'une scène de baiser. « J'ai essayé de respirer par le nez, mais l'odeur s'infiltrait quand même dans ma bouche et collait à ma langue. C'était comme ouvrir une armoire ancienne humide, où se mélangent bonbons à la menthe fondue, flacons de médicaments périmés et cigarettes écrasées à moitié. Quand la scène a été coupée, j'ai couru droit aux toilettes pour me rincer la bouche. Un cadreur de la MGM expliqua sans détour « La raison est simple. Elvis buvait 2 tasses de café noir d'affilée, fumait une demi-pack et teux de camel et prenait de la codéine juste avant de tourner. Il se rinçait rarement la bouche. On appelait ça le King's Breath, le souffle du roi. » Le National Enquirer titra même en février 1973 « Le baiser à l'odeur de morphine d'Elvis ». L'équipe démentit, mais ceux qui avaient enduré ne purent qu'approuver, ce n'était pas une exagération. Dans les coulisses, on plaisantait en disant que quiconque embrassait Elvis méritait une médaille du courage hollywoodien. Même Priscilla Presley, son ex-femme, admit dans une interview à Vanity Fair en 1995 « Certains matins, il m'embrassait dès le réveil et, honnêtement, j'avais juste envie de détourner la tête. Mais je l'aimais, alors je ne disais rien. » Il circulait même une rumeur sur le tournage de Girl Happy 1965, selon laquelle une actrice secondaire avait demandé à changer de scène pour éviter d'avoir à s'approcher trop près d'Elvis parce qu'elle ne supportait pas l'odeur. 4. Elizabeth Taylor, quand la presse dévoile ses habitudes malodorantes dans les coulisses de Cléopatra. La suivante n'est autre qu'Elizabeth Taylor. En 1963, Elizabeth Taylor se trouvait au sommet de la gloire. Sur les couvertures de Vogue et Life, elle incarnait l'image même de la perfection, robes en soie, diamants étincelants et effluves luxueuses de Chanel numéro 5. Pourtant, au cœur d'un été étouffant à Rome, un journal italien publia une information qui fit vaciller cette image. Le 15 août 1963, le Corriere della Sera fit paraître une brève. Le tournage de Cléopatra est interrompu en raison d'un incident lié à la santé d'un membre de l'équipe. Aucun nom n'était mentionné, mais tous ceux qui travaillaient au studio Cinecittà savaient très bien ce qui s'était passé et surtout qui était au centre de l'affaire. La rumeur se répandit aussitôt. Elizabeth Taylor aurait l'habitude de passer plusieurs jours sans se laver, se contentant de vaporiser du parfum pour masquer les odeurs. Selon Marco Bellini, son maquilleur ce jour-là, le plateau se trouvait dans un espace clos alors qu'il faisait presque 40 degrés dehors et encore plus chaud à l'intérieur à cause des dizaines de projecteurs de forte puissance. Taylor portait une robe royale pesant plus de 20 kilos, une énorme perruque et la sueur dégoulinait. Entre les jours de tournage, elle ne changeait ni de tenue ni ne se douchait. Elle se contentait de se parfumer à plusieurs reprises au Chanel No. 5. Au début, le parfum restait agréable, mais en se mêlant à la sueur et au maquillage qui coulait, il devint âcre étouffant et enveloppa littéralement toute la pièce. Environ 10 minutes après le début de la prise, une assistante costumière se pencha pour arranger l'ourlet de la robe de Taylor. En quelques secondes,
Elle se redressa d'un coup, la main sur la bouche, recula de plusieurs pas, puis vomit sur le tapis de décor. Tout le plateau se figea. 2 figurants à proximité sortirent aussitôt la main devant le nez. La scène fut interrompue en urgence. On ouvrit grand les portes, les ventilateurs industriels tournèrent à plein régime. Taylor fut conduite dans un espace privé pour se reposer tandis que le tapis était roulé et emporté. Un technicien lumière confirma à la Repubblica « Ce n'était pas la première fois. Il arrivait qu'elle ne se lave pas pendant 3 ou 4 jours. Le parfum ne masque l'odeur qu'au début, ensuite cela devient encore plus lourd. » Le studio ne fit aucun commentaire, mais l'affaire fut exploitée par la presse à scandale britannique, notamment le Daily Sketch, qui parla du secret le plus difficile à supporter de Cléopâtra. À l'écran, Taylor restait la reine légendaire. Mais pour ceux qui étaient présents ce jour-là, le souvenir le plus vif restait la fuite précipitée vers l'extérieur pour respirer en évitant de regarder la tache de vomi sur le tapis doré. Et quelques années plus tard seulement, Hollywood connut un autre roi que ses collègues abandonnèrent en pleine scène pour une raison similaire, cette fois, non pas à cause d'un parfum, mais d'une haleine si désagréable que même Clark Gable ne put la dissimuler devant la caméra. 5. Clark Gable, la maladie qui rendait son souffle insupportable. Tout le monde pensait que Clark Gable était la définition même du parfait gentleman, élégant, distingué et irrésistible dans chaque regard. Mais derrière cette image lustrée se cachait un secret que personne, ayant été trop près de lui, ne put jamais oublier. Son haleine était d'une puanteur inimaginable. Tout commença dans les années 1930, alors que Gable était à l'apogée de sa carrière. D'après les révélations d'un ancien membre du service médical de la MGM, l'acteur souffrait de gingivite chronique depuis sa jeunesse. Cette maladie fit tomber progressivement la plupart de ses dents, obligeant Gable à porter très tôt un dentier complet, un détail qui n'avait jamais été rendu public de son vivant. Cela pourrait ne sembler qu'un problème esthétique, mais le véritable souci tenait au fait que il ne savait absolument pas comment entretenir correctement son dentier. Chaque jour, la plaque en résine restait collée à ses gencives enflammées, retenant bactéries, restes de nourriture, odeurs de bourbon et de tabac, 2 choses dont Gable abusait constamment. Résultat, une haleine si fétide que les gens dans les coulisses l'avaient surnommé « le souffle de la mort d'Hollywood ». Vivian Leigh, sa partenaire dans Gone with the Wind, 1939, avait un jour murmuré à la journaliste Hedda Hopper « Il est poli et séduisant, jusqu'au moment où il s'approche. Quand il m'embrasse, je dois retenir ma respiration, sinon je crois que je vomirai. » Ce n'était pas une plaisanterie. Sur le plateau, tout le monde connaissait l'histoire du parfum Gable. Un maquilleur raconta à NBC en 1965 qu'il suffisait que l'acteur entre dans une pièce fermée pour que cette odeur s'accroche aux vêtements comme de la fumée et pique les yeux. Mais le pire incident survint en 1960 lorsque Gable tourna The Misfits avec Marilyn Monroe. Une actrice secondaire restée anonyme confia dans une rare interview au magazine Variety « La scène de baiser ne durait que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression d'embrasser une bouche d'égout. » Après cette prise, elle quitta discrètement le plateau, se rendit à la loge de maquillage et se mit à vomir sans arrêt. Un journaliste de Life Magazine, qui assista à la scène, nota dans son journal de tournage « Je n'avais encore jamais vu un baiser qui puisse rendre quelqu'un livide en une fraction de seconde. » L'histoire se répandit si vite que dans le milieu du cinéma, l'expression « Gable's Breath » devint une métaphore pour désigner des expériences tellement atroces qu'elles en étaient insupportables. Ce manque d'hygiène ne traumatisait pas seulement ses partenaires, il eut aussi des conséquences sanitaires graves. La gingivite chronique le rendait sujet à des infections fréquentes dans la bouche et il faillit une fois souffrir de septicémie. Un médecin anonyme qui l'avait soigné confia au Los Angeles Examiner en 1965 « S'il avait entretenu son dentier avec plus de soin, il aurait pu éviter bien des problèmes de santé regrettables. » Le plus ironique
et que Gabe lui-même avait déjà critiqué Marilyn Monroe pour des soucis d'hygiène similaires. Mais en coulisses, il était encore plus redoutable qu'elle. Pourtant, personne n'osait le critiquer ouvertement. Son image de gentleman parfait fut préservée jusqu'à ce que des témoignages plus francs émergent après sa mort. Hollywood crut un temps avoir dit adieu pour toujours à cette fragrance épouvantable. Mais un autre fou fit alors son apparition avec une odeur encore plus tenace qui ne venait pas seulement de sa bouche, mais de tout son corps. Cet homme, c'était Marlon Brando. 6. Marlon Brando. L'odeur des nuits de débauche qui hantaient tout un plateau. Il y a une chose que l'on ne soupçonnerait pas de Marlon Brando, il oubliait très souvent de se laver. Brando avait été considéré comme un symbole de sensualité, avec son allure rebelle, son regard perçant et sa voix capable d'hypnotiser n'importe qui en face de lui. Mais une fois les projecteurs éteints, lorsqu'il quittait le plateau pour plonger dans des nuits de fête qui se prolongeaient jusqu'au matin, il laissait derrière lui une toute autre trace, une odeur corporelle qui marquait quiconque se trouvait trop près. Dans les années 1970, Brando était un habitué des soirées débridées au Château Marmont à Los Angeles ou au Carlyle Hotel à New York. On le voyait souvent sortir de l'hôtel à 5 heures du matin, les cheveux en bataille, la chemise froissée, le col imbibé d'un mélange étrange de parfums coûteux et d'odeurs de peau d'autrui. Et cette autre, d'après de nombreux témoignages du milieu, n'était pas toujours une femme. Le journaliste Lawrence Grobel, qui l'interviewa en 1979, fut profondément surpris d'entendre Brando déclarer avec désinvolture « J'ai déjà aimé des hommes comme j'ai aimé des femmes. Je ne fais pas de différence. Mais le corps garde toujours l'odeur de la nuit précédente. » Ce sont justement ces odeurs de la nuit passée qui devinrent un cauchemar pour l'équipe d'Apocalypse Now aux Philippines. Sous une chaleur lourde et humide, Brando arrivait souvent en retard avec des cernes profonds, l'haleine chargée de vieux whisky et la chemise marquée de taches de sueur anciennes, pas encore séchées. Mais le pire, selon ce que l'équipe de maquillage raconta au Los Angeles Times, se produisait lorsqu'il s'asseyait sur le fauteuil de maquillage. Quelques secondes après qu'il ait posé la tête, j'ai senti ma gorge se nouer. L'odeur, c'était comme si quelqu'un avait vidé derrière ma nuque toutes les ordures d'un restaurant de fruits de mer. J'ai dû feindre un bâillement pour pouvoir me tourner et retenir ma respiration tout en continuant à travailler. Dans une scène de dialogue rapprochée avec Dennis Hopper, la caméra saisit un léger mouvement de Hopper qui détourne la tête pour esquiver le souffle de Brando. Quelques années plus tard, sur un plateau de talk-show, Hopper avoua « Je ne plaisante pas. J'ai vraiment eu peur de vomir. Cette odeur, c'était l'horreur absolue. » Plusieurs membres de l'équipe racontèrent aussi que Brando avait passé des heures entières à flirter avec un musicien de jazz noir de la Nouvelle-Orléans durant la période de tournage. Sans jamais être confirmée officiellement, cette rumeur se répandit au point que certains journaux comme Variety et le National Enquirer suggérèrent à demi-mot une idylle nocturne et ses conséquences diurnes pour Marlon Brando. Ces conséquences, c'était un abandon total de lui-même qui le faisait arriver sur le plateau comme s'il sortait d'une pièce saturée de fumée, d'alcool et de sueur jamais lavée. Le problème ne se limitait pas à l'inconfort des autres. Le manque d'hygiène augmentait aussi le risque de maladies de peau. D'après le dermatologue James O'Connor, cité dans Hollywood Health Report, le fait de ne pas se laver après des heures de contact intime de cigarettes et d'alcool pouvait favoriser la prolifération bactérienne, provoquer des dermites des pustules, voire des infections croisées. Ce n'est pas seulement une question de politesse, expliquait-il, c'est une question de santé publique. Et si Marlon Brando faisait vaciller tout un plateau par une odeur corporelle qui racontait une histoire, le personnage suivant lui risquait littéralement de vous faire vous pincer le nez chaque fois que vous vous en souvenez. 7. Humphrey Bogart, le gentleman de l'écran, et le secret du souffle de la mort qui hantait ses partenaires. En mars 1950, au siège de la Warner Bros. À Burbank, un avenant étrange à un contrat circulait en interne. On y trouvait une ligne très précise,
Les gros plans avec M. Humphrey Bogart exigent les accessoires suivants: un spray pour la laine des pastilles à la menthe et une distance minimale de 30 cm jusqu'à ce que le réalisateur crie « Action ». Personne, en dehors de l'équipe principale, n'avait le droit de connaître la raison. Jusqu'en 1982, lorsqu'un article du Los Angeles Times raviva soudain la vérité derrière cet avenant insolite. Un maquilleur anonyme raconta « Nous ne commencions pas par les cheveux ou le fond de teint. La première chose à faire quand Bogart entrait dans la loge, c'était de lui vaporiser un désodorisant pour la bouche et de déposer une pastille à la menthe sur sa langue. La raison ? Son haleine vous brûlait littéralement la muqueuse nasale. Bogart fumait sans arrêt. Selon son assistant personnel, environ 4 cigarettes par heure, soit près de 3 paquets par jour. Ajoutez à cela une parodontite non traitée qui entraîna la perte de presque toutes ses dents à 43 ans, le forçant à porter un dentier. Mais cela aggrava encore la situation. L'odeur de métal de whisky et de fumée de cigarettes se mêlait aux bactéries de la cavité buccale pour former un mélange inoubliable. Katharine Hepburn raconta un jour dans une interview à BBC Radio 4 en 1968 « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un qui m'ait donné envie de pleurer à ce point. Pas d'émotion, non des larmes à cause de la brûlure aux yeux. Son souffle, c'était comme des cendres humides laissées trop longtemps dans une bouche d'égout. Pire encore, le réalisateur John Huston, sur The African Queen, admit avoir dû interrompre le tournage à plusieurs reprises pour changer d'angle simplement parce que Bogart rendait sa partenaire si mal à l'aise qu'elle en tremblait au moment de dire son texte. L'une des scripts fut même remplacée au bout de 2 jours car elle ne supportait pas l'odeur qui imprégnait l'air qu'elle décrivait comme quelque chose de mort depuis longtemps, fumé au scotch et à la cigarette. Chaque fois qu'il entrait sur le plateau, la chaleur des projecteurs faisait encore plus monter l'odeur. Le chef opérateur Ernest Laszlo en vint à porter un masque médical, chose totalement inédite à l'époque, en déclarant dans ses rapports qu'il souffrait d'allergie à la lumière. Après la mort de Bogart en 1957, un membre de l'équipe de tournage révéla anonymement au National Enquirer « Personne n'en parlait par respect pour lui, mais en réalité, tout le monde redoutait les scènes de baisers en gros plan. Certaines actrices ont refusé des rôles simplement parce que leur partenaire devait être Bogart. 8. Judy Garland. La nuit moite en studio et la vérité qui a pétrifié tout le plateau. La 8e personne de cette liste, c'est Judy Garland. Le 17 avril 1954, le plateau de A Star is Born à Hollywood restait illuminé jusqu'à 3 heures du matin. Moi, jeune journaliste à l'époque, j'avais obtenu l'autorisation de rester en coulisses pour observer le tournage. Tout le monde attendait l'arrivée de Judy Garland pour la scène clé du film. L'assistant de plateau allait et venait, murmurant au réalisateur George Cukor « Elle est en route, mais elle n'a pas l'air en grande forme. » Puis la porte de la loge de maquillage s'ouvrit brusquement. Garland apparut. Mais ce n'était pas la silhouette d'icône immaculée que le public adorait. Ses cheveux étaient en bataille, son rouge à lèvres rouge bavait comme si elle avait avalé un repas à la va-vite dans le noir. Ses yeux étaient injectés de sang et l'odeur. Un mélange suffocant sueur, aigre gin sédatif cigarette, et cette senteur de moisi rappelant des draps qui n'auraient glissé, qui n'auraient pas été lavés depuis plusieurs jours. Je me souviens parfaitement qu'à cet instant, les projecteurs semblaient moins brillants, comme si la lumière elle-même s'était éteinte. Jack Carson, son partenaire, s'approcha en essayant de forcer un sourire. Mais après quelques répliques, il se figea, fronça le visage, détourna la tête. Carson souffla entre ses dents. « George, je ne peux pas me tenir plus près. Tu sens ça, toi aussi ?» George Cukor fit signe d'arrêter la caméra. L'atmosphère sur le plateau devint lourde, compacte. Une maquilleuse qui s'avança pour arranger la robe de Garland se mit aussitôt à tousser la main plaquée sur le nez. Un cadreur près de moi murmura « Cette odeur, elle va hanter tout le studio ». Le point culminant fut atteint lorsqu'un jeune machiniste en poste depuis seulement 2 semaines se précipita soudain derrière un rang de décors et,
se mit à vomir bruyamment. Le son résonna dans le silence du plateau. Tout le monde resta figé, tandis que seule la voix de Garland, un peu perdue, se fit entendre « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ?» Le lendemain matin, le Los Angeles Mirror ne cita aucun nom, mais évoqua une star légendaire ayant provoqué l'interruption d'un tournage en raison d'un grave problème personnel. Dans le milieu, personne n'ignorait qu'il s'agissait de Judy. Et c'est là le paradoxe le plus cruel à l'écran, elle brillait comme un ange. Dans la vie réelle, elle était devenue un cauchemar de l'hygiène personnelle. 9. James Dean, la chambre imprégnée d'odeurs, et le matin où tout le plateau rendit tripes et boyaux. Le matin du 21 juillet 1955, sur le plateau de Rebel Without a Cause, au studio Warner Bros. À Los Angeles. Il n'était que 6h15, mais l'animation battait déjà son plein, car James Dean ne tarderait pas à arriver. La porte en bois peint en verre s'ouvrit, Dean entra les cheveux en bataille, comme s'il venait de se réveiller, un blouson de cuir noir négligemment posé sur l'épaule. Une bouffée de parfum se répandit aussitôt à la fois douce, piquante, et, si entêtante, que tout le monde inspira malgré lui une odeur de savon français mêlée au parfum Dior Eau Sauvage, de cigarettes Lucky Strike, et difficile à dire, mais impossible à confondre, celle d'un corps encore tout récent, après une nuit passionnée. Je me tenais à côté de Natalie Wood, et je vis très bien son regard s'attarder un peu plus longtemps que d'ordinaire. Pourtant, ce ne fut pas Nathalie qui rougit la première. Une maquilleuse qui venait de ranger la loge de Dean 10 minutes plus tôt surgit comme si elle venait d'avaler un secret mortel. Elle me souffla d'une voix tremblante. « Le lit garde 2 creux bien nets, et ils ne sont pas ceux d'une femme. L'odeur de Marlboro n'a rien à voir avec celle des cigarettes de Dean. » En entrant à mon tour, je vis le sol jonché de quelques bouteilles de whisky vides, une chemise d'homme encore marquée d'une légère trace de rouge à lèvres, et dans un coin, une paire de chaussures inconnues qui ne faisait partie d'aucun costume. Un électricien, à côté de moi, parlant presque à voix basse, murmura « Cette nuit, Dean n'a pas dormi seul. Et tu sais très bien avec qui. » Ce secret, évidemment, ne serait jamais officialisé. Mais toute l'équipe ressentait ce jour-là une tension diffuse. La scène du matin se déroula de manière mécanique. Dean restait brillant d'intensité à l'écran, mais son regard semblait hanté par quelque chose. Un journaliste du Los Angeles Mirror, présent par hasard, nota « James Dean est d'une beauté irréelle, mais il y a autour de lui une atmosphère qui met les gens mal à l'aise. » 2 mois plus tard, à peine, le 30 septembre 1955, Dean mourait dans un accident de voiture tragique sur la route 46. Les secrets de ces nuits homosexuelles, des chambres imprégnées d'odeurs de corps et d'alcool fort, furent enterrés avec lui. Mais Hollywood ne dort jamais vraiment. Et à partir des années 1960, une autre star féminine entra en scène, Rita Hayworth. On l'appelait la déesse de l'Amérique, mais derrière le rideau, les histoires liées à son corps étaient encore plus traumatisantes. 10. Rita Hayworth, la déesse, et la soirée qui a traumatisé Hollywood par son odeur. Mai 1958, Beverly Hills Hotel. Rita Hayworth fait son entrée au gala de charité de Paramount dans une robe en satin rouge, flamboyant la chevelure ondulée parfaitement mise en place. Les photographes se précipitent, les flashs crépitent sans répit. Mais, en quelques minutes, cette splendeur fut engloutie par quelque chose que personne ne voulait croire réel. Lorsque Rita passa près de la table numéro 7, quelques invités froncèrent discrètement le nez. Ce n'était pas le parfum Chanel Numéro 5, habituellement associé à son nom, mais un mélange obsédant une odeur d'alcool rance, de sueur séchée, qui remontait encore, et ce relent animal de peau qui n'avait pas croisé le savon depuis un moment. Une témoin, la journaliste Dorothy Kilgallen, raconta plus tard dans le New York Journal American « J'ai assisté à assez de soirées pour supporter l'odeur de tabac et de whisky, mais ce soir-là, c'était différent. L'air était épais comme enroulé autour de vous, vous empêchant de respirer. La véritable catastrophe survint quand Rita s'assit à côté du réalisateur George Cukor.
Moins de 10 minutes plus tard, une jeune actrice en pleine ascension, assise à une table voisine, se leva brusquement, courut aux toilettes et se mit à vomir. Un photographe de Hollywood Confidential, qui filmait la soirée en 16 mm, captura par hasard toute la scène des regards gênés des invités aux mains, se plaquant sur les nez, jusqu'à cette actrice pliée en deux, agrippée au bord de la table. 48 heures mais plus tard, un montage du film apparut dans l'émission à scandale, The Gossip Hour, accompagné d'un commentaire mordant « Voici le nouveau parfum de Rita Hayworth et il donne envie à tout Hollywood de tout rendre ». La séquence circula à grande vitesse, ébranlant l'image de déesse rousse. De nombreux journaux titrèrent « Rita Hayworth, la légende, et une odeur que personne n'oubliera ». Bien que Paramount ait tenté d'étouffer l'affaire, la soirée devint une anecdote souterraine du milieu évoquée avec un frisson chaque fois qu'on la rappelait. Mais si vous pensez que Rita représente le sommet du scandale hygiénique, vous vous trompez. Quelques années plus tôt déjà, Hollywood avait vu un autre héros de légende, Errol Flynn, provoquer non seulement le dégoût de ses partenaires par son odeur, mais aussi des évacuations complètes de plateaux à cause de ses habitudes personnelles. Inimaginable. 11. Errol Flynn, le jour où tout le plateau de la Warner Bros. Dut fuir à cause d'une odeur indescriptible. Burbank, été 1951. Le plateau Nerry 4 de la Warner Bros. Est étouffant, les projecteurs surpuissants rendent l'air aussi lourd que dans un four. L'équipe d'Adventure of Captain Fabian se prépare nerveusement à tourner la scène culminante. C'est alors qu'Errol Flynn fait son entrée. De loin, il reste l'archétype du gentleman aventurier, cheveux plaqués en arrière, chemise en lin blanc, ouverte sur la poitrine, pantalon de velours, ajusté ceinture en cuir, de cheval usé. Mais à mesure qu'il avance, l'atmosphère change. Une bouffée d'air saturé s'abat sur le plateau, mélange d'haleine chargé de vieux rhum, de fumée de cigarettes, imprégné dans ses cheveux de sueur épaisse, accumulée après une semaine sans douche, et de cette odeur stagnante de tissu imbibé de sel marin depuis le tournage au large 2 jours plus tôt. Ce n'était pas un peu gênant, c'était une odeur capable de faire vaciller quelqu'un. L'actrice Micheline Pressel raconta plus tard dans Paris Match « Quand il a approché son visage du mien pour dire son texte, j'ai presque cessé de respirer. Ma gorge s'est contractée et j'ai dû tenir jusqu'au coupé en apnée. Mais le vrai choc eut lieu à la 3e prise. Quand Flynn se jeta dans les bras de sa partenaire, la voix du réalisateur William Marshall résonna faiblement dans les casques des techniciens via l'intercom « Ouvrez une fenêtre ou je vais vomir sur place ». Quelques secondes plus tard, un figurant au visage livide se précipita dehors et se pencha au-dessus d'une poubelle près de la porte pour vomir. Personne ne savait que la caméra secondaire tournait encore, captant toute la scène. D'après l'ancien ingénieur du son Jack Morris, cette bande fut vendue sous le manteau par un employé à Confidential Magazine. Le magazine publia une pleine page avec un titre en lettres rouges « Errol Flynn, l'odeur d'une légende ». L'article dévoilait la cause. Flynn venait de passer une nuit de fête ininterrompue dans sa maison de Mulholland Drive avec alcool fort cigarette et des invités des deux sexes. Il avait quitté la table à 5 heures du matin, était monté directement en voiture pour la Warner Bros, portant les mêmes vêtements que la veille, sans prendre la peine de se laver. Ce scandale ne fit qu'accentuer la réputation de Flynn comme figure sauvage et incontrôlable et devint un sujet de moquerie publique. Des émissions de radio comme The Bob Hope Show le parodièrent dans des sketchs où Errol apparaissait et tout le plateau devait enfiler des masques à gaz. Et puis, Hollywood se tourna vers un autre cas, celui de Howard Hughes. Mais dans un sens totalement opposé, au lieu de négliger son corps, il était obsédé par l'hygiène, au point de la pathologie, se lavant les mains jusqu'au sang et vivant dans des pièces stériles, comme des salles de morgue. 12. Howard Hughes, l'obsession maladive de la propreté. Las Vegas, décembre 1968. Quiconque a déjà mis les pieds à l'étage le plus haut du Desert Inn à cette époque se souvient de cette sensation comme s'il était englouti dans une gigantesque chambre mortuaire.
aucun bruit, aucune lumière naturelle, seulement cette odeur saturée d'alcool médical si épaisse qu'elle coupait le souffle mêlé au parfum de plastique neuf, des protections de table et des draps recouverts de 3 couches de nylon. Howard Hughes, milliardaire, réalisateur et magnate de l'aviation, autrefois l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, gisait là, émacié, caché au milieu de centaines de boîtes de mouchoirs, Kleenex, empilées en véritables murs. Il portait un pyjama délavé qui n'avait pas été lavé depuis des mois, mais exigeait en revanche que les domestiques se désinfectent les mains à l'alcool jusqu'à en avoir la peau brûlée chaque fois qu'il lui passait un plateau de nourriture par la fente de la porte. Un ancien employé de service, Ricardo Rick Mendez, raconta plus tard au Los Angeles Times « J'ai vu M. Hughes obliger un assistant à laver une canette de soda 30 fois avant de l'introduire dans la chambre. Un jour, j'ai posé le plateau un peu trop près de la porte, à seulement quelques centimètres, et il a hurlé dans le haut-parleur « Reculez, vous laissez les microbes ramper à l'intérieur. » Sa voix tremblait, et j'entendais distinctement son souffle saccadé comme quelqu'un en pleine crise de panique. Plus choquant encore, Rick se souvenait que parfois, au milieu de l'odeur agressive de l'isole, se glissait un autre parfum, celui de la sueur accumulée depuis des jours, dans ses cheveux et ses draps, une odeur âcre et tenace semblable à celle d'une armoire humide que l'on n'aurait pas ouverte depuis longtemps. Il avait peur que le monde soit sale, mais ne se rendait pas compte que lui-même se décomposait lentement dans cette obsession. Le journaliste Mike Wallace de CBS se rendit clandestinement au Desert Inn en 1976 et dans un reportage spécial diffusé à la télévision, il décrivit « Cette chambre n'est plus un lieu de vie humaine. C'est une cellule de quarantaine où Howard Hughes s'est enfermé lui-même comme une momie encore en vie. » Lorsque Hughes mourut à bord de son avion privé en avril 1976, le personnel médical raconta que ses ongles avaient poussé comme des griffes d'oiseau, ses cheveux étaient emmêlés en touffes compactes et son haleine empestait après des années sans véritable hygiène dentaire. Et pourtant, sur ce corps méconnaissable, flottait encore l'odeur de l'isole, ce parfum qu'il croyait capable de le maintenir propre jusqu'à la dernière seconde. À l'opposé de Hughes, qui fuyait le monde dans 4 murs stériles, Montgomery Clift lui s'effondra aux yeux de tous. À partir de ce moment-là, l'odeur de l'alcool du sang séché et des antidouleurs devint une marque indélébile chaque fois qu'il apparaissait sous les projecteurs. 13. Montgomery Clift, du monument hollywoodien au cadavre qui s'est joué. Beverly Hills, nuit du 12 mai 1956. Un crissement de frein déchira le silence, suivi d'un choc métallique effroyable. La voiture de Montgomery Clift venait de s'écraser contre un arbre devant la maison d'Elizabeth Taylor, et cet instant brisa à jamais l'un des visages que l'on considérait comme les plus parfaits de tout Hollywood. Le premier à accourir fut Kevin McCarthy, ami proche et témoin direct de la tragédie. Il raconta plus tard à Vanity Fair « Quand j'ai ouvert la portière, j'ai failli vomir immédiatement. L'odeur de sang frais lourde et métallique se mêlait à celle du vieux whisky, des analgésiques et de la fumée de cigarettes à moitié consumée. Le visage de Monty était défiguré, ses dents éparpillées sur le siège et son souffle sentait la salle d'urgence. Sauf que là, nous étions en plein milieu de l'allée de Lise. Elizabeth Taylor, encore vêtue de sa somptueuse robe de soirée, se précipita dehors, se jeta à genoux près de Monty et glissa sa main dans sa bouche pour retirer la dent cassée qui obstruait ses voies respiratoires. Cette image fut plus tard qualifiée par Life de moment de sauvetage au cœur de l'enfer, mais pour beaucoup le souvenir le plus marquant restait l'odeur, ce mélange de sang d'alcool et de médicaments incrustés dans les mains de Lise toute la nuit, au point qu'elle dut les laver des dizaines de fois avant de s'en débarrasser vraiment. Après l'accident, Monty ne se remit jamais complètement. Il vécut avec des douleurs chroniques, dépendant à la morphine et à l'alcool. Ses collègues racontaient que l'on pouvait le reconnaître avant même de le voir, rien qu'à l'odeur, un mélange d'alcool, de comprimés de vêtements jamais lavés. Un jour, un jeune cadreur tout juste embauché murmura par inadvertance « On dirait un hôpital ambulant, sauf que ce patient-là continue de jouer. » Monty,
continua à tourner, mais son corps et son esprit se désagrégeaient peu à peu. On commença à le surnommer le cadavre qui s'est joué, un sobriquet cruel mais terriblement fidèle à la réalité. Et puis à l'exact opposé de Monty, qui avait abandonné toute notion d'hygiène sous le poids de la douleur et de l'addiction, Joan Crawford était-elle obsédée à la limite de la pathologie par la propreté, capable de transformer n'importe quelle maison en laboratoire impeccable, ce qui terrorisait autant qu'intriguait Hollywood. 14. Joan Crawford, la femme obsédée par les toilettes. Los Angeles, 1968. La chaîne CBS organise une interview à domicile chez Joan Crawford. La célèbre chroniqueuse Hedda Hopper avait prévenu auparavant « La maison de Joan n'est pas une maison, c'est un vaste laboratoire de désinfection. » Les murs d'un blanc immaculé ne laissaient apparaître aucune tache. Les rideaux semblaient fraîchement repassés, comme s'ils sortaient tout juste de leur emballage, et l'odeur de désinfectant Lysol était si forte qu'elle donnait des élancements dans les sinus. Une nouvelle assistante confia plus tard au Hollywood Reporter « Il a suffi que je laisse une légère trace de doigt sur la table en verre pour qu'elle explose. Elle m'a obligé à frotter jusqu'à ce que l'odeur de produits décapants recouvre complètement son propre parfum. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une envie, sortir pour respirer. » Un soir, l'acteur John Ireland fut invité à dîner. Mais au lieu d'un repas chaleureux, il assista à un véritable rituel maniaque. Joan essuyait chaque verre devant ses invités. Chaque fois que quelqu'un reposait son verre sur la table, elle s'en emparait aussitôt pour l'emmener le relaver. J'avais l'impression de dîner dans un hôpital plutôt que dans une salle à manger, se souvient John. Un employé de maison trop bavard raconta même au Los Angeles Times qu'il avait vu Joan obliger des invités à changer entièrement de vêtements avant de pénétrer dans le salon sous prétexte qu'il venait de marcher sous la pluie en ville. Une invitée âgée fut prise de nausées et vomit dans l'évier à cause de l'odeur trop forte de produits d'entretien, et l'ironie voulut que Joan l'oblige ensuite à nettoyer elle-même l'endroit avant de partir. Cette obsession de la propreté ne fit pas seulement fuir nombre de collègues, elle devint aussi un sujet de commérage permanent dans les coulisses d'Hollywood. Mais si Joan incarnait le slogan « Trop propre pour être sain », Tallulah Bankhead, célèbre star de Broadway et de Hollywood, se situait à l'extrémité exactement inverse du spectre. 15. Tallulah Bankhead, l'appartement enfer des odeurs qui faisait vomir les visiteurs sur place. New York, août 1965. La journaliste Dorothy Kilgallen, du New York Journal American, disait n'avoir jamais reçu un choc aussi violent que lorsqu'elle entra dans l'appartement de Tallulah Bankhead. Dès qu'elle ouvrit la porte, un mur d'odeur la frappa de plein fouet, mélange de cigarettes froides, de jeans bon marché de sueur, incrustés de nourriture avariée et de quelque chose rappelant la carcasse d'un animal en décomposition. Elle dut aussitôt porter la main à sa bouche. Le salon, autrefois immortalisé dans Vogue, ressemblait désormais à un champ de bataille, un plateau d'huîtres sur argentier moisi et couvert de taches verdâtres traînait encore sur la table depuis une réception du mois précédent, des verres à moitié remplis de dépôts blanchâtres parsemèrent la pièce, les cendriers débordaient sur le tapis et les cendres de cigarettes volaient comme de la poussière. Un employé de maintenance de l'immeuble jura un jour au Daily News « J'ai vu des rats grignoter des croûtes de pizza en plein milieu du salon et elle éclatait de rire en disant que c'était ses colocataires. » Le choc véritable se produisit lorsqu'un jeune réalisateur vint discuter d'un contrat et s'assit par mégarde dans un grand fauteuil au coin de la pièce. En quelques secondes, il se leva d'un bond paniqué après avoir réalisé que sous le coussin déchiré gisait le cadavre desséché d'un chat. L'odeur qui s'en dégageait était si forte qu'il vomit immédiatement sur le tapis. Par un cruel hasard, un photographe, posté à l'extérieur, avait braqué son objectif par la fenêtre au même moment et captura la scène où Tallulah Hillard se tenait à côté de l'homme en train de vomir. Le cliché, Tallulah riant près d'un invité en train de rendre son dîner, fit très vite la une du New York Post avec ce titre « Tallulah's House of Horror ». Interrogé,
Tallulah souffla la fumée de sa cigarette au visage du journaliste et répondit d'une voix rauque : « S'ils veulent que ça sente la rose, ils n'ont qu'à aller chez quelqu'un d'autre, darling, pas chez moi. » Cette phrase, associée à la photo choc, marqua la fin définitive de l'image glamour qu'elle avait mis des années à construire. Et c'est ainsi que Hollywood boucla une longue liste de légendes à l'apparence éblouissante, mais dont la vie privée était si obsédante qu'on ne souhaitait surtout pas les approcher de trop près. Voilà donc les secrets puants que Hollywood a tenté de dissimuler pendant des décennies. Derrière les projecteurs et les couvertures de magazines magnifiques, la vérité peut parfois être plus déroutante et plus nauséabonde que n'importe quel film. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous les croisiez dans la vie réelle, auriez-vous assez de courage pour vous approcher et leur adresser la parole ? Laissez un commentaire pour partager vos impressions sur cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun autre secret explosif de la capitale du cinéma.